Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et avant de démarrer ce tuto, permettez-moi le plus sincèrement possible de vous souhaiter une très belle, heureuse, majestueuse, flamboyante, étincelante année 2024 et encore une fois un grand et chaleureux merci pour votre passion et votre curiosité qui vous pousse chaque semaine à venir grappiller, butiner les tutos du Sensei depuis maintenant presque 3 ans. Alors, en début du mois, j'étais revenu sur les grandes voies, les grands principes qui avaient été définis durant l'Ethnosport, le sommet d'Asie centrale auquel j'avais participé en septembre, et qui consistait en fait à comprendre comment, à notre niveau, on pouvait agir pour préserver l'identité culturelle de nos disciplines, les traditions, l'histoire de nos arts martiaux. Eh bien, il faut savoir que sur cette terre œuvrent des personnes qui vont dans la stricte direction opposée, à savoir pas grand chose à faire de la discipline en elle-même, l'idée c'est quand même de faire rentrer de l'oseille. Donc par cupidité, ils établissent certains systèmes qui sont désastreux pour le maintien de la qualité et des transmissions de nos disciplines martiales, des événements qui ont pu se produire depuis maintenant 20, 30 ou 40 ans et qui auraient pu largement tuer de nombreuses disciplines telles que le karaté, mais qui ne sont pas si loin parce que certaines personnes œuvrent encore. C'est une stabilité et on va dire un équilibre qui est extrêmement fragile. On voit ça ensemble, accrochez-vous, c'est parti. Alors comme vous pouvez le constater, cette fin d'année, et pour le coup, pour aujourd'hui ce tout début 2024, est quand même assez rythmé. On est dans des tutos qui mettent un petit peu de sel dans le café. C'est une expression qui n'existe pas, mais c'est pas grave. Et dans le but de pouvoir vous présenter aussi une autre facette. D'habitude, j'en parle pas, j'essaie plutôt de rester dans la philosophie, dans des choses un petit peu plus traditionnelles japonaises, mais de temps en temps, c'est bien, avant de faire le balai ailleurs, de faire le balai aussi sur le perron de sa porte pour simplement comprendre les choses, essayer de les endiguer, essayer de les éradiquer définitivement. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va encore parler de choses particulièrement immorales et pour le coup, on va franchir la ligne de la légalité à certains moments pour reprendre, tout simplement, remettre au goût du jour certaines pratiques qui étaient alors pour le coup extrêmement populaires dans les années 70 et 80, surtout des années où il y avait à la fois beaucoup moins de clubs, voilà, en l'occurrence en karaté, beaucoup moins de clubs de karaté, donc dans des communes on accueillait plus de monde, c'était déjà un petit peu moins commun. Aujourd'hui, il y a des clubs dans quasiment toutes les communes, mais surtout, il y avait beaucoup moins de disciplines variées. Le Krav Maga n'était pas encore arrivé, le Pencak Silat était presque inconnu, donc ces clubs-là, en fait, remplissaient énormément de monde. Je me souviens, j'en pratique depuis les années 80, donc les premiers clubs dans lesquels j'étais, c'était des centaines d'adhérents. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous qui me suivaient et qui avaient déjà, vous aussi, un certain âge et une certaine longévité de pratique, c'était la même chose. Aujourd'hui, il y a des clubs partout, donc on peine à remplir des dojos à plus de 60 ou 80 personnes, mais avant, on dépassait facilement la centaine d'adhérents sans trop forcer, parce qu'il y avait moins de disciplines et il y avait simplement moins de clubs un peu partout. Donc, à cette époque-là, le schéma était relativement simple. On avait soit un professeur très gradé, soit un dirigeant de club, et parfois c'était la même personne, qui avait simplement pour ambition d'ouvrir un maximum de clubs dans ses environs en plaçant en qualité de professeur des bénévoles dans le but de récupérer tout l'argent des cotisations. Alors vous allez me dire, bon, si c'est ça, ta grande nouvelle, c'est pas très méchant. Et bien en fait, ça l'est beaucoup plus que vous pourriez l'imaginer, ne serait-ce déjà qu'en termes d'immoralité financière. Prenons l'exemple tout bête, vous avez 100 licenciés au sein de votre club. Si on est à peu près environ à 200 € par saison sportive pour un adhérent, la cotisation, les cours, ce genre de choses, on s'approche, d'accord, si on fait une moyenne de ce qui peut exister, en tout cas si je fais la moyenne de tous les clubs qui sont dans mon département et dans les départements voisins, on est très proche de 200 €. Et bien 100 adhérents fois 200 €, on est déjà à 20 000 € qui vont rentrer dans les caisses par an. Imaginez qu'un club existe de cette façon-là, c'est-à-dire en mettant un prof bénévole, au bout de 10 ans, on a déjà 200 000 € qui sont rentrés dans les caisses. Parfois, des clubs sont quand même beaucoup plus anciens que simplement une décade. Il y a des clubs qui sont là depuis 20, 30 ou 40 ans et qui ont ce même principe de fonctionnement. Eh bien, l'idée, c'était simplement d'ouvrir plein de petits clubs aux environs
pour que ces 100 adhérents se transforment en 400, 500 adhérents. Parce que même si j'ouvre 10 clubs et à une époque où il y a peut-être un petit peu moins de monde sur ces 10 clubs, j'ai que 50 licenciés ou ce genre-là, j'ai quand même 100 000 euros qui vont rentrer par an. 100 000 euros, c'est 10 000 euros par mois, hein, grosso modo, sur une saison sportive. Suffit de faire les maths. Donc si chacune contribue et que tous les professeurs qui sont mis en place sont bénévoles, eh bien, il y a de l'argent qui rentre dans certaines caisses. Et c'est là que le bât blesse, puisque la plupart du temps, ces dirigeants, soit par le biais et le couvert de clubs privés, l'argent va venir dans leur caisse à eux, soit ils se dégagent un salaire, soit ils vont simplement acheter une voiture de fonction, ils vont se prendre un appartement de fonction, ils vont eux détourner certaines choses pour pouvoir en profiter tout simplement. Et c'était le cas malheureusement de beaucoup de personnes de mon entourage, même des personnes extrêmement bien placées dans certaines structures fédérales et qui m'en ont parlé très ouvertement. Et c'était le cas aussi de mon expérience personnelle. Moi je l'ai connu, mais de l'autre côté, parce que justement, on en parlait un petit peu dans cette préface, ce qui va amener à la détérioration de la qualité des arts martiaux et de cette tradition, c'est que pour ouvrir un maximum de clubs, ces dirigeants, ils ont besoin d'un maximum de personnes, de volontaires, de motivés. Et pour ça, il faut faciliter leur accès à l'enseignement, voire même les placer sans même qu'ils aient véritablement de diplôme. Donc la première chose à faire, leur octroyer un premier dan. Et ça pour le coup, j'en ai fait les frais, étant plus jeune, j'étais pas le seul d'ailleurs dans mon club, je ne pourrais pas vous donner de nom précis pour ne pas fâcher les uns et les autres, pour on va dire ménager les susceptibilités, mais je pense que de toute façon, vous derrière votre écran, ça doit faire résonner quelque chose aussi, parce que vous avez forcément des souvenirs de cette façon-là. Moi, on m'avait proposé à l'époque, tiens, si tu veux, j'ai besoin de toi dans telle ou telle commune parce que j'ai des clubs, il faut te placer, mais t'es ceinture marron, bouge pas. Prochain passage de grade, tu passeras à ma table. Ça veut tout dire. Ça veut dire que lorsque je m'inscris, cette personne qui est déjà juge de grade va faire en sorte que je passe à sa table. Et comme à l'époque, il n'y avait pas tout ce va-et-vient de juges, on avait une table et les juges, ils jugeaient tout, en fait, du début à la fin du passage. C'est eux qui validaient. Une personne qui a un peu d'aura et qui a déjà placé des gens et qui est déjà populaire dans son secteur, dans son département, il avait la possibilité, à l'époque, de faire passer des ceintures noires et d'octroyer des dan comme ça, un petit peu à discrétion. Donc, il y avait ce petit message un petit peu sous-jacent. Et puis, très rapidement, si tu es premier dan, t'inquiète, je te ferai une formation ou un truc, on verra plus tard, mais tu vas prendre ce club-là en attendant. Moi, je me débrouille, et puis, tu le fais bénévolement. Par contre, si tu as besoin d'un jogging, ou si tu as besoin, ou si je veux t'inscrire à une formation d'enseignement, c'est moi qui la paiera. Donc, on avait un petit peu ce deal qui se mettait en place. Alors, c'est un deal, justement, je me suis, à l'époque, fâché avec l'un de mes grands maîtres, l'un de mes dirigeants, parce que j'ai refusé directement, et j'étais pas le seul au club, de refuser cette partie-là, puisque en plus sous couvert, donc désormais d'être dans son consortium et de donner des cours bénévolement pour faire rentrer l'argent dans ses caisses à lui, j'étais obligé, si j'acceptais, de suivre son principe de pratique qui consistait à ne pas faire de passage de grade mais des stages pour délivrer des ceintures à tout le monde en faisant payer les stages et les ceintures. Donc, c'était une boîte à fric, en fait. Et donc moi, j'ai tout de suite refusé de faire ça en sortant de ce principe-là, ce qui m'a valu des foudres à l'époque énormes de pas mal de monde, mais ça me semblait déjà un petit peu étrange, cette façon de faire. Et en évoluant et en fonction en grandissant, je me suis rendu compte que cette pratique-là, elle était hyper courante. Qu'il y a plein de gars qui ouvraient 10 petits clubs. Ils mettaient des gars, de toute façon ils ont des subventions pour avoir des joggings, pour faire des formations, des choses comme ça, ils s'arrangeaient, ils placent des mecs, et l'argent rentre. Mais quand je dis de l'argent, c'est que même dans les communes, dans des départements pas si voisins que cela, il suffit de rechercher un petit peu, regarder qui enseigne, qui est bénévole, combien d'adhérents il y a et où va l'argent, parce que si personne n'est payé et qu'il n'y a pas de, on va dire, ni de stage payant, ni de choses qui remettent les comptes à zéro, en termes associatifs, où va l'argent? Posez-vous toujours cette question-là. Surtout sur une longue durée, quand il y a 20, même 20 000 euros par an qui rentrent. Oui, mais sur 10 ans, ils sont où ces 200 000 euros? Si on n'a rien vu passer, si on n'a pas vu de stage, s'il n'y a pas eu de fête, s'il n'y a pas eu de grands repas offerts
pour les adhérents, s'il n'y a plus de voyages offerts, s'il n'y a pas eu de maîtres qui sont venus. Où est passé cet argent? Qui en profite en fait derrière? Donc en soi, à partir du moment où tout le monde est d'accord, si tout le monde est, moi on va dire, on m'a pas poignardé, on m'a proposé ce fonctionnement, cette organisation-là, que j'ai refusé à l'époque, parce qu'à l'époque j'avais déjà un peu de recul, je me disais c'est pas tout à fait normal de faire comme ça, et j'avais pas envie de rentrer dans ce système où de toute façon j'aurais été une marionnette. J'ai connu des enseignants qui ont œuvré dans ce type organisationnel et qui, ben, pour le coup, s'en mordent les doigts encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas grand-chose, et puis ils ont passé parfois des formations assez élevées, avec beaucoup de compétences, pour lesquelles ben, ils n'ont jamais rien touché, c'est-à-dire qu'eux, ils ont travaillé pour la gloire. Donc on l'a toujours dit, hein, dans le système du bénévolat, est-ce qu'il faut vraiment être bénévole quand on y consacre une grande partie de sa vie comme un métier, puisque normalement enseigner c'est censé quand même être un métier, hein, je vous le rappelle. Est-ce que c'est la meilleure des choses? Je n'en suis pas certain. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais bon, pour le coup, on ne peut pas dire. C'était pas masqué. On nous a prévenus, on nous a proposé ce type d'organisation. Le vrai problème, c'est d'une part, on en revient toujours, l'ego et la cupidité des gens, de pouvoir obtenir quelque chose qu'ils n'ont pas forcément mérité, notamment, par exemple, un grade. J'ai connu ça à l'époque où j'enseignais, où un ceinture marron m'a dit, bah, moi je veux passer mon grade, et je lui ai dit, mais t'es pas prêt. Eh bien, il est remonté voir une autre personne qui a ce système d'organisation, et en plus de lui faire miroiter, de lui faire passer son grade, on lui a dit, bah, tu vas aller prendre un dojo. Donc non seulement il n'était pas prêt pour avoir son grade, mais il a enseigné dans les mois qui suivaient. Donc on a cet accès facilité à des postes, à des responsabilités, sans forcément en avoir les compétences. Et surtout, on a une partie qui est extrêmement tronquée dans la transmission des origines des disciplines, puisque pour accéder plus rapidement au but, à l'objectif, eh bien, on va essayer de s'affranchir de certaines choses et on va tronquer un petit peu l'entièreté on va dire, de l'identité de la discipline. Vous savez, les choses ne se font pas en 2 jours. Quand on part sur le chemin des arts martiaux, on sait qu'il va falloir être patient. C'est l'une des premières vertus d'ailleurs, c'est d'accepter d'être très patient, que ça va prendre énormément de temps et que le temps va être bénéfique pour absorber, pour comprendre, pour que corporellement il se passe des choses dans les réflexes. On ne peut pas accélérer ce temps-là, on ne peut pas s'en affranchir. Et pourtant, de par ce fonctionnement, cette organisation, beaucoup de pratiquants se sont vus complètement affranchis, ne serait-ce que par le biais des professeurs qui, pour aller plus vite, pour faire passer des grades plus vite, finissent par couper une grosse partie de l'apprentissage, et ces mecs finissent par eux-mêmes enseigner. Donc, s'ils n'ont que 10% de la pratique et qu'ils en enseignent encore que 50% sur les 10% qu'ils ont pris, on finit par un total, c'est même plus un lissage en fait, c'est une totale non pratique. On va occuper des gens pendant 1 heure ou 2 heures de cours sans du tout avoir cette notion d'apprentissage. Peut-être que sur la totalité, il y a des mecs qui se sont dit ah ouais mais non, peut-être qu'il faut que je m'investisse, et peut-être que ces gens-là se sont fait encore plus arnaquer parce qu'ils vont s'investir énormément, donner des cours qui peuvent être intéressants et pour le coup ne rien toucher du tout. Et c'est pas comme si, comprenez-moi bien, hein, c'était un tout petit club qui n'a pas trop les moyens de survivre. Et on dit, ouais, bon, on démarre. Moi, quand j'ai démarré, j'ai déjà donné des cours chez des copains pour lancer des clubs. Tout petit club, tu commences, t'es payé seulement si tu as, voilà, si t'as des adhérents et que tu te fais de l'argent. Si c'est moi qui donne les cours, on verra pour que tu me donnes un petit quelque chose, mais c'est pas ça le plus important pour l'instant. Fais ton club, commence à avoir les reins solides, et après, on parlera finance, et on verra, on établira une grille tarifaire. Mais en attendant, on n'est pas là que pour ça si le club n'a pas les moyens. Par contre, si le club, lui, engrange 20 000 balles par an parce que vous bossez bien, si vous touchez un pet-zob, c'est déjà un petit peu plus litigieux, un petit peu plus embêtant. Donc, même si la plupart des acteurs d'époque étaient au courant de ce qui se passait, on a laissé faire, hein, la fédération et les fédérations de manière générale ont laissé faire ce type de fonctionnement pendant des années. Et aujourd'hui, ils s'en mordent un peu les doigts. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, j'assistais à une réunion avec Francis Didier, qui était passé dans le département. Et c'est une réunion durant laquelle, alors je ne sais plus si c'était une assemblée extraordinaire ou des assises, je ne saurais plus dire précisément, où il nous racontait justement, lui, ses assemblées auprès des grands représentants des disciplines martiales en France. Donc des grands noms, des gens qui sont importants entre guillemets, au sein de la fédération, qui fédèrent des gens autour d'eux.
Eh bien, son premier message auprès de ces gens-là, c'était s'il vous plaît, payez, versez le montant des cotisations fédérales, c'est-à-dire les 37 € de licence que l'on fait payer aux adhérents et que la plupart des très grosses structures ne reversent pas à la Fédé. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que vous vous inscrivez dans un dojo et si ça se trouve, les 37 € de licence, ils le gardent, ils ne le renvoient pas. Donc multiplié par peut-être une centaine d'adhérents dans un club, bah, ça fait quand même presque 4 000 € par an. S'ils font ça au bout de 10 ans, vous voyez ce que je veux dire, ils sont où les 40 000 €? La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas couvert. Vous n'avez pas de licence, mais s'il y a un accident, vous n'êtes pas censé être couvert. Donc il nous expliquait, Monsieur Didier, que ils inscrivaient que les personnes qui allaient passer des compètes ou qui passaient des grades, et en cas d'accident, comme ils étaient relativement connus au sein de la Fédé, ils appelaient pour dire ah, on a eu un petit problème, est-ce qu'on peut faire une petite rétroaction de l'enregistrement fédéral et puis ils se débrouillaient en cas de problème. Mais des problèmes, il n'y en a pas tous les jours et ils ne sont pas si courants, ils ne nécessitent pas forcément d'appeler la Fédé pour mettre en place l'assurance. Donc, il y a quand même un énorme manque à gagner. Pour le coup, la fédération qui, elle, essaye d'établir de mettre en place quand même beaucoup de manière organisationnelle d'événements, a besoin aussi de cet argent-là. Ils font des cotisations de club, mais aussi la cotisation de la licence. Et s'ils ne reçoivent pas ça, c'est aussi un manque à gagner assez important pour pouvoir gérer le fonctionnement de la fédération. Donc il risque d'y avoir aussi un côté un petit peu bancal. Mais vous voyez que c'était un discours qu'avait déjà à l'époque Francis Didier sur l'état des clubs en France, c'est-à-dire qu'au-delà de prendre des cotisations en mettant des bénévoles où on ne sait pas trop, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à discrétion, comme les grades, on sait très bien qu'un grade club, c'est un grade qui est donné à discrétion, hormis le premier dan qui est censé respecter la charte, mais bon, on n'a pas un détective ou un mec, on n'a pas la police des grades qui est là pour vérifier que ce soit fait correctement. Mais jusqu'à la ceinture marron, le grade club, c'est à discrétion du professeur. Si du jour au lendemain, il vous passez 3 grades de plus ou 3 grades de moins, il fait ce qu'il veut. Donc, en plus d'avoir ce côté très flou, il y avait en plus les licences qui n'étaient pas envoyées. Donc, vous voyez, c'était un cumul d'énormément de problèmes. Et cela, malheureusement, nous amène quand même au constat que l'être humain ira toujours à la facilité et à l'ego ou à la cupidité, parce que voilà, on a deux voies, vous avez deux dojos dans une commune, un qui va faire des passages avec des échecs, avec une évolution peut-être un petit peu plus compliquée, où il va falloir travailler, et vous aurez toujours moins de monde que dans le dojo d'à côté, où finalement on file un petit peu les grades, et parce que le but aussi de toute cette organisation lucrative et financière qui visait à faire le maximum d'argent sur le dos des adhérents, c'était quand même, pour garder les adhérents, il ne faut pas justement leur faire trop d'examens, ou en tout cas pas trop dur. Donc la plupart du temps, c'était des stages, pas d'examens, et on payait le stage, on payait la ceinture. Donc ça fait partie d'un grand tout où finalement les gens, on en parlait un peu dans le syndrome de l'imposteur, se retrouvent avec un niveau qu'ils n'ont pas vraiment, mais c'est tellement plus tranquille et simple et flatteur de continuer dans cette voie-là plutôt que de passer dans un club qui va vous dire c'est un examen, tu peux échouer, mais on ne te demande pas d'argent parce qu'en échange, on va te demander que tu bosses. Finalement, il y aura toujours moins de monde dans cette voie-là. Malheureusement, même si les personnes vont vous dire qu'elles ont des principes, le faire, c'est vraiment, on va dire, deux poids, deux mesures. Parce que finalement, quand il y a un petit peu de flatterie et un petit peu de possibilités, petit à petit, vous allez probablement avoir envie de dériver. Donc l'envie, elle peut être là, mais il y en a quand même beaucoup qui franchissent ce pas. Et pour le coup, quand vous êtes un club, ne pas envoyer votre cotisation de 37 €, ça, c'est simplement hors cadre légal, parce que ça veut dire que c'est du vol. Vous ne renvoyez pas vos licences et vous mettez vos adhérents en danger. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous voyez, on met quand même un petit peu d'huile sur le feu. C'est une pratique qui existe encore un peu partout dans le monde, pas que en France, mais en France aussi, elle existe encore, où voilà, des personnes, méfiez-vous toujours quand quelqu'un vous dit qu'il est bénévole, surtout si le club rentre beaucoup d'argent, est-ce logique ou pas? Si elle est bénévole et qu'elle n'a pas de diplôme, posez-vous des questions. Si elle n'a pas de diplôme, est-ce qu'elle peut vraiment avoir cette capacité de vous enseigner quelque chose? Et puis, si elle est bardée de diplômes, justement, c'est à elle de se questionner de est-ce que c'est logique que le club rentre de l'argent et qu'elle soit bardée de diplômes et que ce ne soit pas elle qui touche un centime du travail que elle fait auprès des adhérents. Voilà, donc plein de petites questions à remettre en place. C'est quelque part un peu les bonnes résolutions de cette année 2024.
prendre une grosse éponge, faire le ménage un petit peu, déjà devant chez soi, avant de commencer à parler des philosophies ou de comment ça se passe au Japon, parce qu'au Japon, on n'est pas forcément tout blanc non plus, mais commençons déjà par assainir un petit peu les choses. Si dans votre club il y a des choses qui se passent mal, eh ben, il est temps d'en parler un petit peu avec et vos adhérents, parce qu'ils participent aussi, et votre structure de bureau et vos collègues professeurs. Et voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher même de la fédération pour en savoir un petit peu plus. Allez, encore une fois, une très belle année, portez-vous bien, à lundi prochain, ciao.